Yeah. Yeah, yeah, yeah. Ooh, oh. Madidida, oi, oi, oi. Pays la joie, oi, oi, oi. Vite goûter ça, oi, oi, oi. Ladies in action, en Kaila. Yeah. Quand compétit, oi, oi, oi. C'est un seul famille, oi, oi, oi. Bonjour, merci de nous accueillir chez vous, en Martinique, en Guadeloupe, en Guyane, en France, en Belgique, au Luxembourg et sur les réseaux sociaux. Donc, il est là, comme je vous l'ai annoncé cet après-midi, il est revenu. Vous avez été nombreux et nombreuses à nous réclamer la suite de Fillette Lalo, le livre écrit par Géry Létang à 4 mains avec Dominique Batraville. Alors, Géry, merci d'être là. Je t'accueille sous le soleil de Zouk TV. Tu vois, ici, il fait toujours beau, qu'il pleut, qu'il grève. C'est pour ça que je suis en lunettes de soleil. Alors, merci, Géry, d'être là. C'est moi qui te remercie. Géry, les téléspectateurs, spectatrices ont été emballés par ton livre et ont toutes voulu la suite, que tu nous expliques la suite de ce livre. Et il y en a qui ont déjà été l'acheter. Il y a eu beaucoup d'enseignantes aussi qui sont intéressées par ce livre. Alors, Géry, tu es ethnologue. Qu'est-ce qu'un ethnologue? Et dis-nous qui tu es et pourquoi tu as décidé d'écrire ce livre. Alors, pour ceux qui nous retrouvent cet après-midi. Ouais. Je suis ethnologue. Donc, un ethnologue, c'est quelqu'un qui étudie les cultures humaines. Et donc, à ce titre, j'ai beaucoup travaillé sur les traces laissées par l'Inde dans la Caraïbe, notamment les traces religieuses. Maintenant, je travaille davantage sur Haïti. Par ailleurs, j'enseigne l'ethnologie et les études créoles. Et l'ethnologie créole, qui est une ethnologie particulière, donc à l'Université des Antilles. Donc, Alors, quand tu dis ethnologie créole, ça voudrait dire qu'on a une façon de vivre, d'être, de concevoir le monde. Absolument. Et quand les médecins... qui s'appelle la créolisation. Et quand la créolisation. Oui. Et quand un psychiatre dit que l'ethnopsychiatrie n'existe pas, ben il n'a pas vrai. Il a tort, mais non, c'est pas vrai. Parce qu'un psychiatre dit moins ça. Mais non, mais c'est pas vrai, c'est faux. On est déterminé par sa culture et c'est pas vrai. Laïc a dit ça, c'est bêtise. D'accord. Absolument. Bon, ben merci. C'était juste une parenthèse. Et quand tu as dit que tu étudies l'ethnologie, et j'enseigne l'ethnologie au campus, donc à la Martinique, donc à l'Université des Antilles. Et j'y dirige également un groupe de recherche qui s'appelle le CRILACH, le Centre de recherche interdisciplinaire en lettres, langues, arts et sciences humaines. D'accord. Et il faut avoir le bac, passer le bac pour étudier, pour accéder à ces études? Oui, bien sûr. Et puis après, ça se dirige vers quoi? Après, c'est quoi, un doctorat? Oui, on peut passer déjà une licence d'études créoles, ensuite un master d'études créoles, et après on peut continuer en doctorat. Et alors, les études créoles, ça peut être la linguistique, ça peut être la littérature, surtout quand on est en doctorat, ça peut être l'anthropologie. Et moi, je dirige des étudiants, des doctorants qui font des doctorats d'anthropologie versés aux études créoles. D'accord. Et après, ça ouvre quoi comme perspective? Puisqu'on sait qu'aujourd'hui, là, il y a beaucoup de jeunes qui partiront. Oui, mais j'espère qu'il y en a aussi qui vont rester. Mais qui reviendront. Et qui reviendront, oui. Alors bon, on peut devenir plein de choses. Indépendamment de la formation en elle-même, il y a le niveau de diplôme qui permet d'aller, par exemple, au concours de la fonction publique, ou de devenir enseignant certifié et bientôt agrégé de créole, par exemple, ou bien professeur des écoles option créole. Donc tous les gens qui disent que le créole, ça ne sert à rien, nous pas qu'à les pièces côté. Non, c'est les gens qui pas au courant, c'est les gens qui passent à vaillant, parce que non, au travail, je dis, et puis créole là. Et nous avons préparé les mamans pour ça. D'accord. Donc pas de problème. Donc ces mamans-là qui les fait créole, ils ont dit qu'à venir c'est qu'aux autres l'université. Dis-leur ça, Géry, parce je le leur répète, il y a actuellement au campus des formations de créole qui débouchent sur des emplois concrets. Par exemple, le CAPES de créole, par exemple, le professeur des écoles option créole, par exemple, d'autres jobs, ou alors on peut continuer éventuellement un doctorat pour devenir universitaire. Bon, les études créoles, comme les autres études, permettent de trouver un job, et avec ce site particulier que les jobs, en tout cas d'enseignants, sont ici. Alors que souvent, quand vous passez une licence d'anglais
ou un master d'anglais ou l'espagnol, on vous envoie après le CAPES en France. Hein. Ouais. Tandis que nos CAPES sont à pourvoir à la Martinique. Si vous voulez, en Guadeloupe ou en Guyane ou à La Réunion, mais d'abord à la Martinique. Et puis ça peut être la Caraïbe aussi, Géry, puisque nous avons parlé créole dans toute Caraïbe là. Oui, pas oui. Tout, mais oui, est-ce que ça ouvre des portes? Bien sûr, nous, il y a des étudiants haïtiens, nous sommes les Sitou qui a venu, qui a formé Koyo et qui a ripati Bokayo. Donc il n'y a pas de problème à ce niveau. D'accord. Bien, eh ben, on a redonné ces lettres de noblesse aux créoles, ils les mettaient à l'antiban. Oui, et ce travail a été en grande partie un combat mené par Jean Bernabé, d'heureuse mémoire, un défunt Jean Bernabé, d'heureuse mémoire. Vraiment, on ne va jamais saluer assez tout le travail que Jean a réalisé pour le créole, et je suis quelque part, et avec beaucoup d'autres, un de ceux qui essaient de continuer ce travail-là, malgré des difficultés réelles. Bon, bravo, merci. Il faut qu'on le pousse, que tu viennes, qu'on en parle et qu'on en reparle. Vous êtes les bienvenus. Merci. Alors, donc, Fillette Lalo, ce roman, donc 4 mains, donc tu l'écris en Haïti? Oui, avec Dominique Batraville, qui est un écrivain haïtien, qui est un de mes amis, un roman écrit après enquête, après tout un travail de terrain. On a vu des gens, on a demandé à ces gens qu'on a vus et qui ont été nombreux, quel était le souvenir qu'ils gardaient d'une femme qui s'appelait Madame Max Adolphe et qui a accompagné François Duvalier dans sa traversée de l'horreur. Cette femme était la tortionnaire en chef des duvalieristes, la chef des macoutes, des tontons macoutes, hommes et femmes réunis, et comme elle était une femme macoute, on l'appelait une Fillette Lalo. La Fillette Lalo, c'est la femme macoute, et c'est l'histoire sinon de cette femme, mais en tout cas, c'est sa légende, c'est le souvenir que les gens ont gardé de cette femme, chef suprême des macoutes en Haïti, et tortionnaire en chef du duvalierisme, et qui a véritablement été d'une abomination terrible. Et nous avons enquêté sur le souvenir qu'elle a laissé, et à partir du matériau qu'on a recueilli lors de ces enquêtes, on a tiré ce roman parce que c'est pas exactement l'histoire, la mémoire c'est pas toujours la vérité, mais c'est une partie de la vérité, et c'est en tout cas le souvenir qu'elle laisse. Et puis on a de temps à autre créé, fait preuve de fiction, d'imagination, parce que parfois on n'arrivait pas à tout trouver, donc on a imaginé, mais c'est à 80% de la vérité de son parcours, du parcours de cette femme, de Madame Max Adolphe. D'accord. Alors, on redit, les téléspectateurs étaient surpris d'apprendre que François Duvalier, c'est bien le François le père? Oui, c'est le père, oui. Papadoc, qu'il était d'origine martiniquaise. Oui. Alors, c'est ce qu'on dit, c'est ce que beaucoup de gens disent. Ça apparaît dans de nombreuses biographies de François Duvalier. L'immigrant qui a quitté la Martinique s'appellerait Duval Duvalier. Et probablement quitte-t-il la Martinique dans les années, de la fin du 19e siècle. Et après l'éruption de la montagne. Non, avant. Probablement avant. Alors il y a beaucoup de Martiniquais qui vont partir après l'éruption pour Panama, pour Haïti, pour la Guadeloupe, pour la France, pour les États-Unis. Bon, il y a une forte immigration après l'éruption parce que la Martinique est plongée dans une misère noire. Hein. Mais le grand-père ou le père de Duvalier, ça, il y a un doute là-dessus, part probablement à la fin du siècle. On n'a pas trop d'éléments là-dessus, parce que Duvalier a tout fait pour cacher ses origines martiniquaises. Parce que pour être président d'Haïti, il faut être fils d'Haïtien. Donc on ne sait pas si son père est un Martiniquais ou si c'est son grand-père qui est Martiniquais. Pourquoi ? Parce que, comme je le disais la dernière fois, la mère de François Duvalier est une servante qui travaillait donc dans la maison où il y avait ces deux hommes, le Martiniquais, probablement l'immigrant Martiniquais, et son fils, qui était... Le Martiniquais était un cordonnier qui avait une cordonnerie à la rue des Frontforts, à Port-au-Prince, où il y avait d'ailleurs pas mal de Martiniquais cordonniers comme lui, à ce moment-là, fin du 19e. Il a un fils qui sera juge de paix. Et puis, il y a dans la maison une reste avec qui va devenir par la suite une servante. Et ils sont ces deux messieurs sur le dos de la pauvre femme.
ils vont l'engrosser et on ne sait pas trop qui est le père. Est-ce que c'est le grand-père de Duvalier ou est-ce que c'est le fils, le juge de paix? Toujours est-il que Duvalier va dire non, je suis le fils de mon père, c'est-à-dire du juge et non pas de mon grand-père, le Martiniquais. Et il le dira parce que autrement il n'aurait pas pu être président. Puisqu'il fallait être fils d'Haïtien pour être Et quand tu dis la fillette Lalo, elle était la chef des tontons Macoutes, est-ce que c'était de tous les Macoutes ou bien il y avait une section femmes et une section hommes? De tous les Macoutes. Ah oui, même des hommes. Absolument, elle va devenir, cette femme, cette dame Max Adolphe, elle va devenir le superviseur général des volontaires de la sécurité nationale. Et les VSN, les volontaires de la sécurité nationale en Haïti, c'était un corps de miliciens créé par François Duvalier pour mettre au pas la population. C'était des tortionnaires, c'était des gens d'une violence extrême. Alors il y avait les hommes qu'on appelait les tontons macoutes. Alors le mot tonton macoute désigne à l'origine un croque-mitaine, un personnage du magique haïtien, de la mythologie haïtienne, qui est une sorte de paysan dénaturé, qui a un macoute, c'est-à-dire un sac qu'il utilise pour piéger les enfants. Donc c'est un personnage détestable de la mythologie haïtienne. Et comme les macoutes, enfin les volontaires hommes de la sécurité nationale donc, vont être également détestables, on va prendre ce nom qui préexistait aux volontaires et la population va les appeler tonton macoute et non pas volontaires de la sécurité nationale. Et pareil pour les femmes. Les femmes, on les appelle en principe, on doit les appeler les volontaires de la sécurité nationale, mais existe également dans la mythologie haïtienne, avant que ces volontaires n'apparaissent, que ces miliciens n'apparaissent, existe une ogresse qui apparaît dans une comptine, dans un chant pour enfants, une berceuse pour enfants, une fillette Lalo. Dans la chanson, on dit « Tis oiseaux au la ou pralé ». L'enfant répond « Moi, je m'en vais chez fillette Lalo, mon calé kay fillette Lalo ». « Ah, ou calé kay fillette Lalo, mais fillette Lalo, qu'on le mangeait tiboun, si vous allez la manger ou tout ». Donc littéralement, petit oiseau, où t'en vas-tu? Je m'en vais chez fillette Lalo, mais fillette Lalo mange les enfants. Si tu y vas, il te mangera aussi. Donc, on a cette ogresse, cette diablesse qui apparaît dans cette comptine haïtienne, qui est assez mal définie, mais la population va récupérer le mythe, l'expression, en tout cas, pour nommer les femmes macoutes, pour nommer les volontaires de la sécurité nationale femmes, et on va les appeler les fillettes Lalo parce qu'elles sont détestables, parce qu'elles sont de véritables ogresses au sens symbolique du terme, parce qu'elles sont aussi violentes que les hommes, et à preuve, il y aura donc cette dame, Max Adolphe, qui sera hissée à un moment donné de l'histoire du duvalierisme à la tête des volontaires, et donc des macoutes et des fillettes Lalo, et qui va être pire que les hommes dans son job. Et comment on devient macoute ou fillette Lalo? Alors, quel est le cursus? Bon, l'élément central, c'est la fidélité à François Duvalier. D'accord. Et plus tard à Bébé Doc, donc à Jean-Claude, à son fils. C'est ça la donnée centrale. Mais quand on observe bien, il y a d'autres éléments qui entrent en compte. Par exemple, il y avait, parmi les fillettes Lalo, des intellectuels. Ah oui. Madame Max Adolphe était une intellectuelle. C'était une bibliothécaire au départ, une femme passionnée de livres, et on a essayé de rendre ça dans le livre en question, Fillette Lalo, le livre qu'on a écrit, Batraville et moi. Elle est fascinée par les livres, elle aurait même monté la bibliothèque privée de François Duvalier, avec plusieurs milliers de volumes. C'est une femme qui est passionnée par les livres, qui pense que le monde est dans les livres, et qui utilise les livres à diverses fins. Alors les livres, c'est les livres de philosophie. Elle est passionnée par les livres de philosophie, parce que la philosophie, c'est apprendre à mourir, dit-on. Philosopher, c'est apprendre à mourir. Donc elle est hantée par la mort, donc elle cherche à apprendre à mourir dans les livres de la philosophie. Et puis elle lit également les grimoires médiévaux. Pourquoi? Parce que ces grimoires contiennent des protègements, pour justement mourir le plus tard possible, éviter de mourir. C'est les fameux livres qu'on appelait ici, les livres mauvais livres. Mauvais livres, voilà. C'est une fanatique de mauvais livres. Mauvais livres. Et vous savez, ici comme en Haïti, quand on tourne des pages des mauvais livres, il faut protéger le doigt en question. Avec une bague. Avec une bague. Je vois que vous avez plein de bagues. Guylaine, beaucoup de bagues. Donc peut-être êtes-vous une amatrice de mauvais livres. Voilà, en tout cas, l'héroïne, Madame Max Adolphe, qu'on appelle dans le roman
dame Ernst Leonard, en serrant le doigt qui tourne les pages des mauvais livres, une bague chargée, montée, pour la protéger. Qui la protège. Parce qu'il faut se protéger aussi de ces livres-là. Donc, elle est une intellectuelle, fascinée par les livres, alors de toutes sortes de nature, qu'ils soient philosophiques ou sorciers. Donc, elle est donc intelligente, cultivée, et elle va mettre sa culture, son intelligence au service du dictateur. Mais il y a également d'autres types de fillettes Lalo qui étaient des réprouvées. Vous savez, dans à peu près toutes les dictatures, on a tendance à utiliser comme main-d'œuvre pour l'exécution des bases œuvres des dictateurs, les dictateurs ont tendance à utiliser des réprouvés. Par exemple, qui en veulent à tout le monde. Oui, qui en veulent à tout le monde, qui ont la haine et qui vont mettre cette haine au service du doc pour le cas d'Haïti et de Papadoc et ailleurs, Franco ou bien, je sais pas, dans Hitler, enfin bon. Dans toutes les dictatures, on utilise souvent une main-d'œuvre exécutrice des bases œuvres qui est constituée de gens qui ont des comptes à régler avec la terre entière et à qui les dictateurs offrent le pouvoir de se venger. Et en retour, ces gens sont d'une fidélité et d'un zèle inouï à l'endroit des dictateurs. Et il y avait, et on retrouve cette femme quelque part dans le livre, sous une manière un peu particulière, j'y reviendrai tout à l'heure, il y a une femme qu'on appelle Salette Balmire, qui était une fillette Lalo, qui sévissait dans le département de la Grand-Anse, dans la ville de Jérémie, et qui a été d'une violence extraordinaire. Pourquoi ? Parce que cette femme a profité de sa position pour régler des comptes. Elle était, avant d'être fillette Lalo, elle était une prostituée et une lesbienne. Et à ce titre, cette femme, Salette Balmire, avait été humiliée de manière systématique. Et quand elle est devenue fillette Lalo, elle s'est vengée, alors, mais avec une violence sans nom. Bien sûr. Sans nom. Donc, voilà, on avait ces deux catégories de femmes qui se retrouvaient fillettes Lalo, des intellectuels qui mettaient leur culture, leurs compétences au service du dictateur contre de l'argent, contre des positions, des postes de pouvoir. Ouais. Par exemple, Mme Max Adolphe a été maire de Mirebalais, qui est sa ville de naissance. Elle a été ensuite maire de Port-au-Prince. Elle a été également chef suprême des Macoutes. Et puis, elle a été aussi députée. Donc, tous ces pouvoirs, toutes ces positions ramenaient de l'argent. Et ces gens, bien entendu, tiraient un parti de cette affaire. Et il y avait aussi à côté d'autres types de fillettes Lalo qui étaient des réprouvés à l'origine et à qui on offrait, contre une fidélité et un zèle exemplaire, l'occasion, le pouvoir de se venger. D'accord. Alors, on va lire un peu. On s'était arrêté à la fameuse lettre. On s'était arrêté à un personnage de l'entourage de Mme Max Adolphe, donc de fillette Lalo, un type qui s'appelle, en vrai, Luckner Cambronne, et qu'on a appelé dans le livre Bruckner Cambronne, qui avait été aussi, avant Mme Max Adolphe, chef des Tontons Macoutes. Et puis il a été ministre aussi, il a eu beaucoup de pouvoir sous Duvalier. C'est quelle page ? 31 ? Alors, page 43, pardon. J'avais commencé cette lecture pour montrer un peu quel était l'entourage de cette dame et de François Duvalier et quelle était peut-être l'horreur absolue, quelle avait été l'horreur absolue de la dictature duvalieriste. Et cet homme-là a incarné cette horreur absolue, à mon sens. Alors, nous l'appelons Bruckner Cambronne, mais dans l'histoire, dans la réalité haïtienne, il s'appelait Luckner Cambronne. Il émanait de Bruckner Cambronne une odeur que seules les narines les plus sensibles repéraient. Un effluve ténu mais déplaisant, entre frais et ouin, entre poissons éviscérés et chair corrompue. Cette exhalaison inclassable avait vraisemblablement pour cause les costumes en peau de requin dont il aimait s'affubler. Mais le plus déroutant chez lui n'était pas cela, ni même ses lunettes de soudeur. Le plus déroutant, c'était qu'il était l'amant de la première dame. En vérité, il y avait plus biscornu encore. Le pays entier savait que le bras droit de président à vie étreignait l'épouse de ce dernier chaque fois que la lune devenait grosse, jusqu'à l'affaire Queené.
Tous dans le pays en étaient informés, hormis président. Mais, à bien y réfléchir, était-ce si paradoxal? Qui oserait mettre celui qui devait tout savoir au courant de cette profanation? Quiconque en avertirait le président, le maître des survies, signerait là son avis d'obsèque. Bruckner, fils d'un humble prédicateur protestant, était à l'origine un employé de banque qui devait économiser pour aller au bordel faire sucer sa tête graine. Dans son 2 pièces de chancerelle, il y avait une petite collection de monnaies du temps de l'empereur Soulouk, 2 habits noirs, dont un élimé, une paire de chaussures ressemelées, un matelas, 2 chaises basses, une cruche en terre cuite, une cuve émaillée, 3 assiettes d'aluminium, une carafe, et puis c'était tout. La rencontre avec président changea son destin. Le dictateur le fit député, chef des volontaires de la sécurité nationale, ministre et surtout extorqueur général des fonds publics et privés. En accomplissant cette dernière mission au bénéfice du despote, il ne manqua pas d'œuvrer également à son profit. Sa première source d'enrichissement fut le projet Président à vie-ville, lequel s'inscrivait dans le mouvement de rénovation nationale, vaste arnaque pour laquelle tout fonctionnaire devait souffrir une retenue salariale. À cela s'ajoutait le rançonnement d'entrepreneurs contraints sous divers prétextes à des dons au régime. Pour optimiser ces malversations, l'homme s'acoquinait au besoin avec des membres de la pègre américaine ou française. Un Français, Claude Dabéy, l'aida à monter une entreprise de vampirisation du petit peuple. L'affaire consistait à acheter à vil prix leur sang aux démunis, à en séparer le plasma pour le vendre en Amérique du Nord et en Europe. La chose fut tellement rentable qu'elle s'emballa. Pour faire face aux commandes croissantes de plasma, les prélèvements opérés chez ceux qui livraient leur vital liquide devinrent de plus en plus importants. Au point que certains qui s'engageaient pour 10 ou 15 centilitres se voyaient siphonner un demi-litre. Quelquefois même, les donneurs entre guillemets, Bien sûr, étaient outrageusement vidés, asséchés. La nécessité de se débarrasser de leur corps exsangue fut pour Caborn le moyen de nouveaux gains. Il trouva à les vendre à des facultés de médecine états-uniennes pour leurs cours d'anatomie. Dès lors, le commerce de Bruckner perdit toute mesure. Il n'était plus question de transactions, de convaincre de pauvres airs d'échanger leur sang contre quelques piastres. De toute façon, les choses s'étaient sues. Personne ne se présentait plus. Il n'était plus question, désormais, que d'assassinat. Le président qui touchait sa part de ce négoce épouvantable laissait faire. À la mort du chef suprême, Caborn, ministre de la Défense et de l'Intérieur, fut pendant 18 mois l'homme fort de la République. Son intimité avec Madame veuve et mère lui permettait de dominer l'adolescent velléitaire, joufflu, dépravé, à présent président, un bébé doc, adolescent, à l'époque où il arrive au pouvoir. Donc son intimité avec Madame veuve et mère permettait donc à Caborn de dominer l'adolescent velléitaire, joufflu, dépravé, à présent président, dont les seules passions étaient la chasse, la course automobile et l'enlèvement des plus chastes, pâles, jolis élèves des établissements congréganistes qu'il souffletait, flagellait, gamahuchait avant de les envoyer chez leur maman avec un chèque à 4 chiffres. Gamahucher, c'est soucer. Hein. oui. La dictature du Valéry et toutes les dictatures sont également des systèmes, des régimes de violence sexuelle. Bien sûr. Le 18 mai, fête du drapeau, le cortège de BMW de Bruckner traversait l'Arcahaie, sa ville natale, poursuivi par des milliers et des milliers de partisans à qui il lançait des brassées de billets. Ceux qui les attrapaient hurlaient « Vive Pitié-Citéa ! À vie Bruckner ! À vie !» Mais l'attribution à Caborn d'une épithète à vie, réservée désormais au fils du despote, commençait à inquiéter en haut lieu.
Il travaillait à être nommé Premier ministre quand une révolution de palais le destitua. Elle fut facilitée par le fait que son associé, Claude Dabbaye, le français, venait d'être arrêté à Paris avec une centaine de kilos d'héroïne dans sa voiture. Un autre motif de disgrâce fut qu'une des filles du président, amante de Bruckner, avait fini par trouver crapoteux que celui-ci honora également sa mère. C'est un sale manger cochon. Ouais. Chute d'un requin, titra Time Magazine. Et je vous invite à lire cet article dont beaucoup est emprunté. Fall of a Shark, chute d'un requin. C'est un article de Time Magazine qui reprend un peu le parcours de Leclerc Cambronne et qui a inspiré ce chapitre qu'on lui consacre, au moins en partie. Cambronne se réfugia alors à la légation de Colombie pour s'établir finalement à Miami. Sa fortune provenant d'extirpation de toutes sortes, était estimée à 1/3 du budget de l'État noir et rouge, c'est-à-dire de l'État haïtien. Le drapeau de l'époque était noir et rouge, le drapeau d'Haïti. Donc sa fortune, provenant d'extirpation de toutes sortes, était estimée à 1/3 du budget de l'État noir et rouge. Ces millions, ces centaines de millions de dollars s'évaporèrent sur des tables de casino de Las Vegas, dont les responsables envoyaient chaque semaine quérir Bruckner par avion privé. Carrément. Donc on est en quelle époque? On est en quelle année? On est dans les années 70. 1970. Oui, 71-72, quand Bébé Doc arrive au pouvoir suite à la mort du père. Mais c'est pas vieux. Non, c'est pas vieux, c'est récent. Le dividende tiré, entre autres, de milliers de meurtres, de trafic de sang, de cadavres, s'étiola donc, disparut donc, en addiction, en futilité. Hein, le jeu. Mais oui. Cambronne, dorénavant dans la gêne, réactiva son talent d'escroc. Il parvint à soutirer de l'argent à second président à vie, donc Bébé Doc, qui, un 7 février, à la suite d'une insurrection, avait dû lui aussi prendre le chemin d'un autre bord. Avec la somme obtenue contre l'assurance fallacieuse de permettre au jeune président de retrouver son pouvoir, son pays, Bruckner s'acheta une maisonnette en banlieue de Miami. Mais c'était insuffisant. Ses héritiers ne purent régler l'hôpital Baptiste où il vécut ses derniers instants. Donc, voilà de quoi nous parlons. Nous parlons d'un milieu qui n'hésite pas à aller jusqu'au bout de l'horreur et vampiriser le petit peuple haïtien. C'est sans doute l'horreur absolue d'une dictature, en l'occurrence de la dictature du valliériste. Et puis vendre les cadavres. Vendre les cadavres à des facultés de médecine pour leur cours d'anatomie. Et ça montre aussi l'hypocrisie des Américains qui appelaient Leclerc Cambronne le vampire des Caraïbes. Mais c'était à eux qu'ils le vendaient, le sang des Haïtiens, et également à eux qu'ils vendaient. Mais comment ils partent? Les gens partaient en conteneur, partaient comment? Oui, bien sûr, par avion ou par bateau, réfrigéré. Donc oui, ça n'a rien d'extraordinaire. Oui, mais ça veut dire que les familles voyaient disparaître leurs proches. Avec tout ce que ça implique comme douleur. Pas de deuil possible. Il n'y a pas de deuil possible. On ne sait jamais où sont passés les proches en question. On ne les retrouve jamais, ils disparaissent. Et c'est tout le drame des parents qui ont des proches disparus. Donc vous voyez, ça s'ajoutait encore à l'horreur dont nous parlons. Et Duvalier laissait faire, parce que bien sûr, il était intéressé à ce négoce épouvantable. Prendre le sang des gens pour les vampiriser, c'est le terme. Hein? Absolument. Le vampire des Caraïbes. Donc, voilà l'entourage de cette fillette Lalo. C'est des gens qui lui ressemblent et qui sont donc associés au pouvoir de François Duvalier parce qu'ils sont aussi implacables que lui. Et parce qu'il y a des fortunes à se faire. Des fortunes. Ce type était richissime. Mais le plus terrible, c'est que tout ça, tout cet argent acquis par des prédations diverses, fuit, s'en va, disparaît en futilité, en addiction au jeu. Et là, tu dis aussi que même
quand ils veulent, les entrepreneurs contraints, ils doivent reverser des malversations, ils ponctionnent les entrepreneurs pour construire le pays, mais c'est la même chose qui se rejoue aujourd'hui après le... Soit disant construire le pays, mais c'était surtout construire sa fortune. Bien sûr. Bon, par exemple, il y a un grand mulâtre haïtien qui m'expliquait que quand autant de Papadoc, on lui avait imposé de construire une rue de pavés et de bitumer une rue de Port-au-Prince, mais on lui demandait 3 fois plus que ça ne coûterait. Parce qu'il fallait payer pour la rue, il fallait payer pour Papadoc et il fallait payer pour Cambronne. Pour réaliser et comme il ne voulait pas payer, il dit bon, je veux bien donner pour qu'on fasse une rue, mais pas 3 fois plus que ce que ça ne vaut. Eh bien, il avait subi 2 mois de prison pour qu'il réfléchisse et finalement il en est sorti. Et quand il est sorti, parce qu'il s'est engagé à payer tout. Donc c'était une extorsion de fonds publics et de fonds privés. Ça n'avait pas d'autre nom, c'est de l'extorsion de fonds. Et comment les gens, le petit peuple vivait tout ça? Comment... Alors, au moment où ils se révoltent, à un moment ils en ont marre quand même, puisque... Alors bon, la révolte, ça sera sous le fils. En 86, le 7 février 86, il y a une révolte et le fils, donc bébé Doc, doit partir. Et Jean-Claude Duvalier est contraint à l'exil. Mais avant ça, il y a 30 ans de pression de toutes sortes, d'extirpation de toutes sortes, d'extorsion de toutes sortes que le peuple subit parce que François Duvalier, surtout, le père plus que le fils, encadrait la totalité du pays et encadrait également les mentalités. Il se faisait passer pour un guédé, pour le loi des morts, Baron Samedi. Il y a des photos de François Duvalier où il est représenté avec un haut de forme, un frac, c'est-à-dire un costume en queue de pie. C'est pas par hasard, ça. C'est pas parce qu'il veut être élégant. C'est parce que c'est le costume de Baron Samedi, le roi des morts. Le roi des morts. Le dieu des morts. Dans la croyance vaudou haïtienne. Et il se faisait passer pour le roi des morts, en étant habillé comme lui, et en parlant comme lui, en ayant une voix nasillarde comme lui. Le roi des morts était réputé parler du nez, parler de manière nasillarde. Eh bien, quand il faisait ses discours, pour terroriser les gens et pour se faire passer également comme le roi des morts, il parlait de manière nasillarde. Il parlait du nez. D'accord. Hein? Alors, voilà, et il y a un discours. J'ai restitué un discours qui m'a été rapporté. Alors, en intégrant à la fois le discours rapporté, mais aussi des éléments d'ouvrages qu'il a écrits. Et ça donne un texte assez savoureux et en même temps terrible. Alors, ça donne ceci. C'est quelle page? Page 31. C'est ça, c'était la 31. Ok. Président Avi racla 2 fois sa gorge, manière de signifier qu'il désirait le silence. Un bruit semblable de Cheftaine Léonard, c'est-à-dire c'est la dame qu'on appelle Max Adolphe. On n'appelle pas Max Adolphe dans le livre, on l'appelle Dame Ernst Léonard ou Cheftaine Léonard. Un bruit semblable de Cheftaine Léonard fut répété par 16 000 volontaires de la sécurité nationale, hommes et femmes, tonton Macoute et fillette Lalo donc, lesquels encadraient 307 000 personnes réunies au Champ de Mars. Le Champ de Mars est une immense place du centre de Port-au-Prince, pas loin du Palais national. Le calme frappa comme un coup de poing. Le président ajusta son micro. Citoyens, citoyennes, j'ai entrepris la vengeance. La grande révolution, c'est nous, Noirs, qui l'avons faite, qui avons libéré ce pays de l'esclavage, donné à tous les Noirs du monde raison d'être fiers. Et que s'est-il passé une fois que cette œuvre inouïe a été accomplie? Eh bien, le bénéfice nous en a été confisqué. Les mulâtres, au prétexte que les Blancs étaient leurs pères, ont pris les terres dont nous avions chassé ces derniers. Alors, rappelez-vous alors ce mot cul Dessalines, fondateur de notre nation.
Le mot de Nissaline, c'était quoi? C'était « Mais alors, les Noirs, dont les pères sont en Afrique, ils n'auront donc rien alors ?» Non, les Noirs n'ont rien eu. Quant à Dessalines, les mulâtres, qu'on appelle également les jaunes, ont comploté pour l'assassiner à Pont-Rouge. Heureusement, je suis arrivé pour finir la révolution entamée par nos glorieux devanciers, terminer le travail. Je suis le marron farouche, ça c'est un extrait d'un de ses livres. Je suis le marron farouche à la recherche des rayons purs du soleil radieux pour conduire le peuple noir vers plus de progrès, de bien-être. Car l'histoire ne s'arrête pas, ne s'arrête jamais. Elle suit sa courbe progressive sans s'occuper des mortels, prend toujours sa revanche. Je suis la revanche de l'histoire. La révolution noiriste que je poursuis est comme un fleuve qui charrie tout sur son passage. L'irrespect mulâtre nous a fait mal, très mal. Les mulâtres nous ont humiliés en faisant de nous des laquais, en nous recevant sous leur véranda, jamais à l'intérieur, en nous interdisant leurs filles, mais en abusant des nôtres, tout en les prétendant laides, en déviergeant nos fiancés. Le président Sanroy s'arrêta. Des souvenirs remontaient, douloureux. C'était dans sa jeunesse, quand il était fou de Sima. Sima, c'est sa femme, c'est Simone Ovide, Madame Duvalier. Quand il était fou de Sima, fruit des amours ancillaires d'un philologue mulâtre. Alors, le philologue mulâtre, c'est Jules Fesne. Un philologue, on appelait ça comme ça à l'époque, les linguistes. C'est un des principaux linguistes haïtiens, spécialiste du créole haïtien, Jules Fesne, un grand intellectuel haïtien, qui était le père de Madame Simone Ovide, future Madame Duvalier. Qu'il a eu, Jules Fesne, il a eu cet enfant avec une de ses servantes, une de ses restes avec. Lorsque le ventre de la petite bonne du philologue commença à grossir, il logea celle-ci dans une pension de Léogane accueillant cette clientèle. Il n'y passa qu'une fois, peu après la naissance de l'enfant, pour s'assurer que son teint confirmait qu'elle était bien sa fille. Sima grandit là. Sa peau relativement claire, sa beauté, son chic, c'est une femme très élégante, Madame Ovide Duvalier. Sa peau relativement claire, sa beauté, son chic, attiraient un étudiant en médecine qui faisait chaque semaine le voyage à dos de mulet depuis la capitale pour lui offrir des chocolats. Les autres filles de la pension l'attendaient. C'était elle qui mangeait les chocolats. Sima, pour sa part, n'en avait que faire, car le dimanche après-midi, à peine avait-elle salué l'étudiant qu'un jeune mulâtre radinait pour l'emmener faire un tour dans sa Chrysler étincelante. Malgré ça, l'étudiant revenait tous les week-ends. Une fois, la mère de Sima avait dit à sa fille « Il est très noir, assez vilain, et il sent la bourrique. Mais il sera bientôt docteur. L'autre s'amuse avec toi, le mulâtre s'amuse avec toi. Il te fera ce que ton père m'a fait. » Sima se résolut à l'épouser et se retrouva par la suite dame consort, soit première dame à vie. Seulement, ils ne furent jamais heureux ensemble. Elle le sut dès la première nuit qu'ils passèrent tous les deux, quand il lui déclara « Finalement, je n'aurais eu que les restes du mulâtre. » Le président reprit sa diatribe. Les mulâtres nous ont abaissés en nous fermant l'accès aux meilleures écoles, aux meilleures plages, aux meilleurs bars, aux meilleurs bordels. Et en faisant pire encore, en nous imposant les divinités des Blancs, en transformant nos dieux en diables. J'ai donc entrepris la vengeance pour rétablir la justice. Certes, ce n'est pas facile. Quelle erreur. On veut m'abattre. Quelle erreur. Je suis un être incorporel. La voix du président était, à présent, nasillarde, comme celle du baron. Alors, aux mulâtres qui se rebellent contre ce noble projet, aux noirs esclaves qui servent leur combat d'arrière-garde, je dis, mes représailles seront terribles.
D'autres opposants intello repus qui promeuvent la démocratie entendent me remplacer à la tête de ce pays, quitte également à me faire mourir. Les insensés. Prêcher la démocratie dans un océan de misère, de souffrance physique et morale peut évidemment plaire aux peuples riches et à leur gouvernement, mais n'arrive à convaincre aucun homme qui n'a pu encore satisfaire aux nécessités premières de sa nourriture, de son logement, de son habillement, de l'éducation de ses enfants. Alors, peuple déshérité dont je défends les intérêts, je vous exhorte, ces intellectuels, frappez-les à la tête, donnez-leur des coups de roche en tête, des coups de fistibal en tête. Fistibal, c'est en Haïti l'arbalète. Ah, d'accord. En créole martiniquais, on dirait baillot coup de l'arbalète en tête. Oui. Ça rappelle d'ailleurs une chanson du fameux Michel Cabrimol, l'arbalète en tête. Je vous exhorte, ces intellectuels, frappez-les à la tête, donnez-leur des coups de roche en tête, des coups de fistibal en tête, batio en tête, baillot coup de roche en tête, coup de fistibal en tête. Le président Avid termina son discours en mimant un lancer de pierre à l'aide d'une fronde imaginaire. À son côté, Dame effectua la même projection. Ces 16 000 macoutes firent pareil. Leur cible fut curieusement la foule amassée, laquelle eut un réflexe de protection, puis un rire un peu forcé, avant d'applaudir à tout rompre. Oui. Donc, ça c'est un discours qu'on a récupéré en partie, qu'on a reconstitué à l'aide d'extraits de ses ouvrages, et qui dit l'ascendant qu'il avait sur le peuple, sa façon de faire. Ben oui, quand il dit « je suis là pour vous, je suis là pour le peuple ». Et également, il réutilise, pour asseoir son pouvoir, une frustration et un ressentiment terrible des Noirs à l'endroit des mulâtres. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'il n'a pas tout à fait tort quand il dit que les Noirs, et là il parle de Toussaint Louverture, il parle de Dessalines, ont fait la révolution. Il y a eu aussi des généraux mulâtres qui l'ont fait. Mais enfin, c'est d'abord la masse noire qui a fait et obtenu la révolution haïtienne. Chasser les Blancs, récupérer les terres. Et une fois cette œuvre accomplie, les mulâtres se sont imposés et ont gouverné le pays, pas de manière continue, mais de manière discontinue, et principalement jusqu'au dernier temps. D'accord. Et il y a eu effectivement une captation des bénéfices tirés de la Révolution par les mulâtres, qui ont développé ce qu'on appelle le mulâtrisme, c'est-à-dire une idéologie raciste à l'endroit des Noirs, une idéologie, un comportement raciste à l'endroit des Noirs. Il n'y a pas que le noirisme en Haïti, il y a également le mulâtrisme. D'accord. Et les dictateurs mulâtres, les grands généraux mulâtres qui ont pris le pouvoir politique, ont été, en grande partie, pas tous, mais beaucoup, ont été assez méprisants envers les masses noires. Donc, Duvalier, il va avoir le génie de récupérer cette frustration, ce ressentiment-là. Il va inverser le système, il va développer ce qu'on appelle le noirisme, qui sera c'est un peu la même chose, mais en inversant les rôles. Voilà. Et ça a beaucoup contribué à asseoir son pouvoir. Le problème, c'est que ce n'est pas les masses noires qui ont été aidées par le duvalierisme. Elles ont été aussi opprimées qu'à l'époque des mulâtres. Simplement, c'est qu'il y a eu quelques noirs qui ont bénéficié de ce pouvoir et qui noiristes et qui en ont privé et qui ont privé du bénéfice du pouvoir les masses noires. Donc ça a été une élite noire qui, sous Duvalier, a pris le pouvoir contre l'élite mulâtre, mais en aucun cas ça ne s'est fait au bénéfice du peuple. Et dans un cas comme dans l'autre, ça a été des dictatures assez violentes, très violentes même, qui se sont succédées depuis le début de la révolution haïtienne jusqu'à nos jours. Le dernier dictateur, c'est peut-être Aristide. Et encore, il arrive là démocratiquement. Mais peut-être même que Duvalier est arrivé démocratiquement. Enfin, il se révèle dictateur par la suite. Ouais. Mais il dit quand les gens, un peu la pyramide de Maslow, quand les gens n'ont pas à boire, à manger, ils vont pas s'occuper de comment il dit ça, ils vont pas s'occuper de... Oui, de ce qui paraît de secondaire. Bon, alors, le plus étonnant, c'est que nous avons encore
aujourd'hui... De démocratie, on ne va pas venir Ouais. nous prêcher la démocratie. Oui, mais on a encore aujourd'hui en Haïti, chez certains des Haïtiens, dans certains milieux, une nostalgie de la dictature duvaliériste. Pourquoi? Parce que dans toute dictature, et j'ai retrouvé le même phénomène en Espagne, parce que j'avais fréquenté l'Espagne peu après le départ de Franco, les gens me disaient en Espagne, ah ouais, c'était mieux à l'époque de Franco, parce qu'au moins, on pouvait dormir la fenêtre ouverte, on pouvait laisser sa voiture ouverte, il n'y avait pas de vol, il n'y avait pas d'agression, il n'y avait pas de meurtre de droit commun. Ça, c'est un invariant de la dictature. Le monopole de la violence est détenu par le dictateur, qui, comme il quadrille le pays, il a un pouvoir de contrôle total sur les individus. C'est ça, une société totalitaire, dictatoriale, c'est ça. C'est-à-dire un encadrement général de la population, et cette population ne peut pas trop se laisser aller à de la violence Gratuite. de droit commun. Ouais. Et un certain nombre d'Haïtiens disent aujourd'hui, mais cette tranquillité-là, nous l'avons perdue. Parce que la démocratie, c'est plus la dictature, bien sûr, parce que c'est la démocratie, mais c'est également une absence de mainmise sur les voleurs, les violeurs, les assassins, etc. Et donc, il y a un développement de la violence de droit commun en Haïti, et chez beaucoup d'Haïtiens, vous avez cette nostalgie de la tranquillité duvaliériste. Quand l'État avait le monopole du pouvoir, le problème, c'est que ce monopole du pouvoir et de la violence, ce monopole de la violence, l'État l'exerçait contre également les opposants. Et on estime que les dictatures duvaliéristes, père et fils, ont coûté à Haïti 50 000 morts. Ah oui. Ouais. Alors, C'est énorme. quand je disais ça à un Haïtien qui me disait, oui, mais les 30 ans de démocratie que nous avons vécu là depuis le départ de Duvalier ont coûté, eux, combien de morts? Bon, moi, je ne savais pas quoi répondre. Mais bon, peut-être est-ce comparable? C'est vrai? Je ne sais pas, non, je ne m'avance pas. Mais enfin, la dictature duvalieriste a ses nostalgiques parce que c'était un temps où bon, les gens, s'ils ne faisaient pas de politique, s'ils n'étaient pas des opposants, étaient relativement tranquilles. Mais enfin, bon, c'est pas une raison quand même pour justifier de telles horreurs comme celles dont nous parlons, de tels parcours horrifiques comme celui de Fillette Lalo, donc de Madame Max Adolphe, parcours donc auquel ce livre est consacré. Et aujourd'hui, où il est question que son descendant, son petit-fils, est-ce que tu penses que ce serait possible qu'il revienne et A priori, ce Nicolas Duvalier qui pointe son nez là et qui veut faire aussi son tour au moins le président, voire le dictateur, alors, en tout cas au moins le président, il ne se présente pas comme un potentiel dictateur, mais comme un homme qui serait élu par le peuple et qui serait un démocrate. A priori, je ne vois pas tellement quelle chance il aurait. Parce qu'il y a certes une nostalgie, mais quand même, les gens restent, même quand ils sont nostalgiques, conscients de ce qu'ils ont vécu. De ce qu'ils ont vécu et de l'horreur que ça a pu susciter. Et quand c'est quand même dans les mémoires, et ça m'étonnerait fort que... en plus, je ne vois pas quelle base politique il aurait qui lui permettrait d'arriver au pouvoir. Non. Aujourd'hui, le pouvoir est détenu principalement par les grands commerçants, les Syriens qui sont très riches. C'est vraiment la communauté qui a remplacé les mulâtres d'ailleurs à la tête du pouvoir économique haïtien. Et c'est ce groupe-là qui, depuis les 2 dernières élections, choisit qui sera président. D'accord. Comme il a choisi Martelly, comme il l'a choisi récemment Jovenel Moïse. C'est plutôt de ce côté-là qu'il faut chercher le pouvoir. Et je ne vois pas, en tout cas, de ce que je connais d'Haïti, je ne vois pas ces groupes-là imposer au pouvoir un duvalieriste, un fils de petit-fils de Duvalier et un fils de Bébé Doc. Ça serait pas jouable. Non. Il y a trop de candidats pour prendre celui-là. Mais la politique, aujourd'hui, en Haïti, enfin, ceux qui décident, c'est ces groupes-là. Hein. Le groupe économique. Les mulâtres et les Syriens. Plus ou moins mulâtrisés, d'ailleurs. Alors, on va parler du vaudou. On va parler du syncrétisme, parce que oui, alors,
ils sont très croyants. On l'a vu avec déjà Dame Ernest fréquentait l'Église catholique de tout temps. Oui. Et on l'a vu lors du tremblement de terre, comment les gens remerciaient Dieu. Oui. Et comment le vaudou, à sa place, prend cette place? Le vaudou a une place importante en Haïti, malgré toutes les tentatives d'éradication. Et elles ont été nombreuses. Hein. Ah oui? Ah oui, oui, vraiment. Mais pour comprendre la place qu'a le vaudou en Haïti, il faut bien se rendre compte qu'au moment de la révolution haïtienne, la démographie haïtienne est majoritairement africaine. Il y a une majorité de Noirs africains. Et non pas de Noirs créoles. Les Noirs créoles, c'est les Noirs d'origine africaine qui se sont créolisés, qui sont nés dans le pays. Au moment de la révolution haïtienne, il y a une grande majorité d'Africains, de déportés africains. Et ce sont eux, même si les créoles mènent la révolution, sont aux commandes, en fait, ce sont d'abord ces masses africaines qui réussissent la révolution haïtienne. Et on sait de quelle ethnie ils étaient, quel pays? Beaucoup d'ethnies, Fon, Nago, Thomas, Haïti Thomas, hein, ça renvoie à une ethnie africaine. Une infinité d'ethnies qui viennent principalement de la côte de la côte ouest africaine. Ce sont les mêmes groupes ethniques qu'en Martinique et en Guadeloupe. Hein, puisque, on dit que c'était pas les mêmes. Ce sont les mêmes, parce que les négriers français s'approvisionnaient aux mêmes origines, c'est-à-dire la côte occidentale de l'Afrique. Donc ça représente quel pays? Alors, et le lieu de départ, c'était principalement Ouida. Au Bénin. On parle de Gorée, mais c'est faux. Hein. Oui, il y a eu les esclaves qui venaient du Sénégal, mais Gorée, c'est un tout petit centre de traite qui n'a pas pu alimenter des pays entiers comme la Martinique. Et aujourd'hui, on parle de Bimba. Oui, mais le gros pôle, c'est Gorée. C'est Gorée. Gorée ou... Non, pardon. C'est Ouida. Au Bénin. C'est Ouida au Bénin. La ville de Ouida au Bénin. Il y a d'autres ports négriers, mais enfin, le principal, c'est Ouida. Et viennent à Ouida, sont transportés à Ouida, sont déportés à Ouida avant la grande déportation vers les Antilles, des gens qui viennent de toute la côte africaine, mais qui viennent notamment du Bénin. Le vaudou est notamment assis au Bénin. Hein. D'accord. Et donc, vous avez donc ces populations africaines qui sont majoritaires au moment de la révolution haïtienne et qui vont donc imposer leur religion, leur croyance. Même si ces dernières seront combattues, elles l'étaient déjà combattues par les gens qui étaient au pouvoir, les Français colons, mais ces religions africaines vont être également combattues par les révolutionnaires, qui sont des révolutionnaires politiques, mais qui sont des assimilationnistes culturels. Pétion, bien entendu, mais avant Pétion, Dessalines, Toussaint, Christophe ne sont absolument pas des révolutionnaires culturels, ce sont des assimilationnistes culturels qui répriment violemment les pratiques vaudou. Violemment. C'est ça que Césaire dit dans les chasses Thésée. Oui, ces nouveaux hommes au pouvoir en Haïti sont, je le répète, des révolutionnaires politiques, mais ne sont absolument pas des révolutionnaires culturels. Et malgré que le nouveau pouvoir est contre le duvaliérisme, les religions africaines et le vaudou qui va s'imposer, tout cela s'impose en dépit de l'opposition du nouveau pouvoir comme de l'ancien pouvoir. Donc c'est une chose à savoir. Hein. Il n'y a pas une unanimité en Haïti au moment de la Révolution et après la Révolution à l'endroit du vaudou. Il y a tout de même quelques vaudouisants qui arrivent au pouvoir, et c'est notamment Soulouk. Soulouk est un vaudouisant. Est un vaudouisant affirmé. Et il va être il va beaucoup utiliser le vaudou. Alors, il faut dire également que si les révolutionnaires, avant Soulouk, sont parfois anti-vaudouisants, c'est parce qu'ils y croient et qu'ils en ont peur, également. Hein. Et ils pensent qu'ils peuvent davantage contrôler le catholicisme. Mais bon, ils en ont peur, ils le combattent, mais tout le monde ne combat pas, tous les présidents ne combattent pas le vaudou, puisqu'il y a quand même quelques présidents, quelques dictateurs, notamment l'empereur Soulouk, qui est un
un vaudouisme. Et puis il y a quelques autres. Hein. Mais enfin, la tendance générale est plutôt, chez les gens au pouvoir en Haïti, depuis l'indépendance, elle est plutôt anti-vaudou. D'accord. Anti-vaudou. Mais ça ne suffit pas pour éradiquer une religion qui est pratiquée par 90% de la population de l'époque. Donc, elle se maintient quand même. Elle se maintient. Et il y a parfois des concessions au catholicisme, comme le syncrétisme. C'est-à-dire qu'on va habiller les Loa, qui sont les dieux vaudous, d'oripeaux chrétiens. On va nommer des saints catholiques. On va utiliser les noms de saints catholiques pour habiller d'oripeaux catholiques les Loa vaudous. Donc il y aura quand même cette concession-là. Et puis, à force de masquer le dieu africain sous un saint chrétien, on finit aussi par adorer le saint chrétien. Donc il va y avoir dans le vaudou une sorte de double pratique syncrétique, étant entendu que les cultes vaudous sont déjà à l'origine des cultes syncrétiques, puisqu'il y a plusieurs croyances africaines qui sont mixées, qui sont hybridées déjà au départ. Donc il y a déjà un syncrétisme au départ, et puis il y en aura un autre à l'arrivée. Okay. Et c'est ce qui va donner une religion assez plastique, en tout cas tout à fait adaptée au réel haïtien, parce que forgée par ce réel. La religion haïtienne, vaudou, est une adaptation aux contraintes politiques, économiques, culturelles imposées à Haïti à l'époque et encore aujourd'hui. Et malgré tous ces protestants qui ne... Alors, l'élément le plus critique aujourd'hui à l'endroit du vaudou en Haïti, c'est les néo-protestants. C'est ces croyants d'origine, qui croient en des religions néo-protestantes d'origine états-unienne, comme par exemple l'adventisme, les témoins de Jéhovah, les pentecôtistes, les baptistes, etc. C'est eux qui ont le discours le plus dur à l'endroit du vaudou. De toutes les religions. Par exemple, lors du tremblement de terre, il y a eu un fait qu'avait relevé une écrivaine haïtienne, Ketli Mars, une grande écrivaine haïtienne, qui écrivait dans un journal allemand sa description du post-séisme. Et Madame Mars disait ceci, disait que tout le monde dans les camps se réunissait pour chanter, pour louer Dieu, pour prier, pour demander une force à leur Dieu, qu'ils soient catholiques, qu'ils soient protestants, etc. Mais les vaudouisants, non. Pourquoi ? Parce qu'ils n'osaient pas le faire. Parce qu'il s'était répandu une sorte de croyance, d'idée que c'était à cause d'eux que le tremblement de terre avait eu lieu. Et pourquoi ? Et d'où ça vient ? Ça vient de téléévangélistes américains assez réputés, en tout cas qui a beaucoup d'effets, d'influence, Pat Robertson, qui a dit, mais une connerie immense, mais qui a fait du mal, beaucoup de mal aux vaudouisants haïtiens. Ce type, depuis sa chaîne de télé américaine, a osé dire que les révolutionnaires haïtiens, pour gagner ce qui était à l'époque la première armée du monde, c'est comme si on parlait aujourd'hui de l'armée états-unienne. Oui. Voilà. Donc l'équivalent de l'armée états-unienne d'aujourd'hui au XIXe siècle, c'était l'armée napoléonienne, la première armée du monde. Qu'une bande d'esclaves arrive à démettre la première armée du monde, ça ne s'est pas fait par hasard, selon Pat Robertson. C'est pas leur courage qui leur a permis d'y arriver, c'est une alliance qu'ils ont fait avec le diable. D'accord. Seulement, il fallait payer à un moment donné cette alliance. Parce que le diable, selon les croyances d'alliance avec le diable, eh bien, à un moment donné, il faut payer. Il faut donner quelque chose en retour. Et le retour, ça a été le tremblement de terre. Et le retour, ça n'a pas été l'or, ça n'a pas été l'argent. Non, rien de tout ça pour Pat Robertson. Ça a été, c'est pas tout ce que les Français ont volé à Haïti, notamment à travers la rançon de l'indépendance qui a été les millions de francs or qu'ils ont imposés aux Haïtiens comme rançon à donner aux Français. Le retour, pour Pat Robertson, ça a été le tremblement de terre. Aujourd'hui. Voilà. D'accord. 200 ans après, ils ont payé. Alors, c'est une connerie, bien entendu. Le problème, c'est que ça s'est répandu en Haïti, partout. Ça s'est répandu en Haïti, et les relais de cette abomination
ont été les églises néo-protestantes, qui ont répété les mêmes conneries que Pat Robertson. Et c'est ce qui explique que dans les camps de réfugiés, les vaudouisants étaient tellement culpabilisés qu'ils n'osaient pas prier leur Dieu. Ils étaient silencieux. Alors que les autres se réunissaient pour avoir une force, pour demander à leur Dieu de les aider. Mais ceux-là, non. Alors qu'ils étaient dans leur pays et que les dieux étaient un peu plus légitimes dans le pays d'Haïti. Ils ne pouvaient pas, malgré tout ça, les prier. Donc, il y a objectivement ce problème. Les croyances vaudou sont en but. Et en perte de vitesse aujourd'hui ou... Oui, quand même. Mais, bon, il y a des résistances, notamment au niveau artistique, au niveau littéraire, par exemple. Bon, le vaudou est très valorisé dans les milieux artistiques. Et il résiste pas mal. Et puis même quand on est catholique, même quand on est parfois même protestant, on reste souvent vaudouisant. Parce qu'on y croit. Et même quand on y croit et que par peur de ce qu'on croit, on s'en détourne, on peut, à certains moments, quand l'heure est grave, retourner aux sources. Bien sûr. Et beaucoup font cette démarche-là, quand ils n'ont pas d'autre choix. Et Papa Doc, il était quoi? Il était vaudouisant? Oui, c'était un vaudouisant qui a utilisé, ou alors, bon, est-ce qu'il croyait? Je ne sais pas, mais en tout cas, il savait que les Haïtiens y croyaient, ils croyaient fort, et il utilisait ses croyances contre le peuple, pour manipuler, pour terrifier la population. Puisqu'il s'intéressait à quoi, et il utilisait quoi? Pas la partie positive du vaudou, mais vous savez, toute religion a une partie positive et une partie, disons, négative. Et c'est plutôt cet aspect-là qui l'intéressait et qu'il l'utilisait contre son peuple. D'accord. Alors, est-ce qu'on va parler de la calebasse montée? Oui. Alors, moi, j'ai bien aimé ce... Oui. Bon. Alors, avant d'en faire la lecture, je vais vous expliquer pourquoi. De quoi il est question. C'est un de mes amis haïtien qui a attiré mon attention sur ce point. Alors ça, c'est de la fiction. Hein. Ça, c'est un truc que Dominique et moi avons inventé. Donc Dominique Batraville et moi avons en commun un ami, un grand peintre haïtien qui s'appelle Édouard Duval-Carrier, qui est un immense peintre haïtien. C'est avec Hervé Télémaque, le peintre le plus important. Il sera d'ailleurs bientôt à la Martinique pour une exposition à la Fondation Clément. Bientôt, hein, d'ici une semaine ou deux. Hein, c'est vraiment imminent. Il arrive bientôt. Et c'est un homme extraordinaire qui est à la fois l'un des plus grands peintres haïtiens qui soit, dont les œuvres sont dans de nombreux musées aux États-Unis. Il vit d'ailleurs à Miami, dans un immense atelier où il loge d'ailleurs les amis de passage et où il me loge quand je viens de temps à autre à Miami. Et c'est aussi un érudit qui a une connaissance extraordinaire de l'histoire d'Haïti et des croyances haïtiennes. Il a une bibliothèque privée extraordinaire, il a quelques moyens, donc il a des ouvrages très anciens dans sa bibliothèque. Et il a récupéré ceux de Madame Adolphe? Non, hélas, non. Il l'a suivi par contre. Hein. En tout cas, son frère a été emprisonné par cette dame par le passé. Et donc, il a cette bibliothèque et tous ses livres, il les lit avec beaucoup de bonheur. Et il suit également de près la presse de Miami qui concerne les Haïtiens. Et dans un de ses articles qu'il a lu, un article du Herald Tribune, qui est un journal de Miami Herald, je crois, Miami Herald, oui, en arrivant au moment où il quitte Paris pour s'établir à Miami, il lit un article qui contient le relevé comptable très détaillé d'une traversée de Cantais. Les Cantais, ce sont les petits voiliers qui fuient Haïti, hein, les nouveaux... Les boat people. Oui, les boat people. De l'époque. Des voiliers marrons, remplis de nouveaux marrons, qui s'en vont, qui quittent Haïti, qui quittent l'enfer du valliériste à l'époque, et qui
vont à Miami. On les appelle des Kante. Et en Haïti, là, on a dit, ou qu'on prend Kante, c'est-à-dire que tu prends le boat people pour fuir. Bien sûr. Aux Bahamas. Ou qu'on prend la vol. Qu'on prend la vol. Tu t'en vas. Tu t'en vas. Et dans l'article écrit par un spécialiste d'Haïti, un Américain, un journaliste américain, il y avait le relevé comptable très précis de cette traversée. Traversée. Ce que coûtait chaque objet du bateau et de tout ce qui va avec, tout ce qui va avec la traversée. Et il s'est rendu compte, en lisant ce relevé comptable, Édouard Duval-Carrier, que le plus cher, l'élément le plus cher, c'était la calebasse sacrée. C'est-à-dire une calebasse, qui est probablement une invention relativement récente, qui est liée au boat people, à traverser, mais qui prend son origine dans la personnalité de Legba, Atibon Legba, qui est un dieu haïtien, un Loa haïtien, qui est un peu l'équivalent de Ganesh chez les hindous. C'est le dieu qui lève les barrières, qui enlève les obstacles. Le dieu de la mer, là. Non, c'est pas le dieu de la mer. Non, c'est le dieu qui enlève les obstacles. D'accord. Le dieu de la mer, c'est Agoué Taroyo. On y reviendra. Et face à la nécessité, on a sans doute recyclé cette croyance en Legba, le dieu vaudou qui enlève les obstacles, qui ouvre les barrières. On l'a sans doute recyclé en lui associant un élément de la modernité, c'est-à-dire un élément qui permettrait aux Haïtiens de traverser sans encombre la mer et de ne pas être arrêtés par les navires américains qui empêchent aux Haïtiens de rentrer aux États-Unis. Et cet objet, c'est la calebasse sacrée. C'est un objet donc lié à Legba. Alors, c'est une calebasse qui a d'abord été cueillie dans un calebassier et vidée. Ensuite, on a rempli la calebasse de degrés, c'est-à-dire de mystères vaudou. On a également gravé sur la calebasse le vévé, donc le symbole graphique de Legba, de Papa Legba. Et cette calebasse, qui coûte cher au final, parce qu'il y a plusieurs Ougans, prêtres vaudous, qui sont associés à sa confection, donc qui au total coûte une certaine somme, en tout cas, ce qui est l'élément le plus cher d'une traversée de voilier marron de Kante vers les États-Unis, eh bien, cette calebasse-là est utilisée par les immigrants, les boat people, ceux qui partent, pour, au cas où viendrait le navire garde-côte américain qui tenterait de les empêcher d'accoster, eh bien, il y a un type sur le bateau qui a vocation à prendre la calebasse et fracasser cette calebasse sur la proue du garde-côte américain, du navire de guerre américain. Et là... tout s'ouvre. Non, tout s'ouvre. Il n'y a plus de barrière. Pourquoi ? Parce que le Kante et ses occupants deviennent invisibles aux garde-côtes américains. Et peut, étant invisible, sans problème, gagner la côte des États-Unis, sans être arrêté par les garde-côtes américains. Et Duval-Carrier a lu ce papier, a dit c'est extraordinaire. Et à partir de cela, il a créé une installation qui s'appelle Indigo Room, donc la chambre Indigo couleur de la mer, Indigo Room. Est-ce que, et il y a un sous-titre, donc la chambre Indigo, sous-titre, est-ce que la mémoire est soluble dans l'eau ? Alors non, répond-il, la mémoire n'est pas soluble dans l'eau, et il va exprimer ça dans une œuvre magnifique qui est au musée de Fort Lauderdale. Quand vous entrez dans le musée de Fort Lauderdale, la première pièce que vous allez voir, c'est une chambre, c'est cette chambre Indigo de Édouard Duval-Carrier qui représente une série de tableaux avec 3 éléments plus importants que les autres et qui représentent des dieux, des loas du vaudou haïtien. Donc il y a parmi ces dieux Agoué Taroyo, le dieu des eaux, le roi d'Angole, Angolo. Qui fait quoi, Angolo ? Qui est un peu
un roi de la nature, enfin, il y a l'Egba, il y a d'autres dieux vaudous. Et le Legba, il fait quoi? Et l'Egba a en main, dans le Kanté, parce que c'est une traversée de Kanté, qu'il figure là, Édouard du Valcarrier, il a la calebasse magique. La calebasse magique. Et on voit arriver, dans un des tableaux, parce qu'il y en a plusieurs, le garde-côte, le navire garde-côte américain, et l'Egba lui-même va fracasser la calebasse. Et le bateau, dans le tableau suivant, devient invisible. Et du Valcarrier va indiquer son invisibilité en le dessinant en pointillé. C'est une très belle œuvre. Vraiment, si vous allez, beaucoup de Martiniquais vont à Miami, Fort Lauderdale, c'est tout près de Miami, allez dans le musée de Fort Lauderdale, et la première chose que vous verrez, c'est cette chambre indigo d'Édouard du Valcarrier qui représente finalement la reconfiguration, le recyclage d'une croyance traditionnelle dans le vaudou haïtien, celle de l'Egba, et donc particulièrement associée à un élément lié à l'Egba, la calebasse magique. Alors, je ne résiste pas à l'envie de vous lire ce que j'ai fait de cette indication et surtout de cette œuvre d'Édouard du Valcarrier. Elle m'a inspiré cet extrait. Alors, ça concerne le départ d'Haïti de l'ami, de l'amant d'une femme qui a été torturée par Fillette Lalo. Et le type, il part parce que, il est curé d'Haïti. Enfin, la femme qu'il aimait a été torturée par Fillette Lalo, emprisonnée. Et peut-être même est-elle morte. Enfin, au moment où il part, il n'en sait rien. Il s'en va parce que, le pays... C'est plus possible. Non, il s'en va. Page 41. 41. Cantave était arrivé hier au mol Saint-Nicolas. La nuit du lendemain, sous une demi-lune, il embarquerait sur un Kanté, petit voilier qui gagnerait la passe du vent, longerait Guantanamo, Great Inagua, Great Exuma, Andros Island, Bimini Islands, pour atteindre Miami. Comme il avait payé pour 2, mais partait seul, il devait partir avec son amoureuse. C'est pas la page, c'est pas la bonne page. 50 combien? Non, pardon, page 61. 61, ok. Je reprends. Cantave était arrivé hier au mol Saint-Nicolas. La nuit du lendemain, sous une demi-lune, il embarquerait sur un Kanté, petit voilier qui gagnerait la passe du vent, longerait Guantanamo, donc près de Cuba, Great Inagua, Great Exuma, c'est les îles des Bahamas, Andros Island, Bimini Islands, pour atteindre Miami. Comme il avait payé pour 2 mais partait seul, le boss capitaine, par compensation, par confiance aussi, lui avait confié l'objet le plus précieux de la traversée, la calebasse magique. Le fruit avait été cueilli, évidé, séché, puis un ougan avait gravé à l'intérieur le vévé de l'Egba, celui qui ouvre les barrières. Il avait encore rempli de degrés, de mystères, avant de le sceller. La calebasse ainsi préparée, montée, devait, si nécessaire, être projetée sur le navire garde-côte américain qui tenterait de les arraisonner. Le voilier, alors, lui deviendrait invisible. Il fallait s'assurer également du support d'Agüetaroyo, loi des eaux. Le capitaine rassembla les passagers sur la plage, une quarantaine de personnes, puis dessina sur le sable mouillé un canot à voile. Le canot à voile, c'est le vévé d'Agüetaroyo. D'accord. On dit aussi Agüe. C'est le symbole graphique d'Agüetaroyo, le dieu des eaux. Le capitaine rassembla les passagers sur la plage, une vingtaine de personnes dessina sur le sable mouillé un canot à voile. Quand ils virent le symbole d'Agüe, 2 adventistes se mirent à l'écart. Agüetaroyo, tétard des temps, anguille, coquille de mer, amiral, maître de la vague salée, seigneur des bateaux, loi blanc, par ton pouvoir, papa, laisse-nous partir, on ne peut plus rester. Emmène-nous au pays où la misère est finie.
de l'autre côté de la crique, masqué par un récif, assis sur un canon rouillé, un mulâtre au teint très clair, en habit blanc d'amiral, barbe et cheveux longs, coupe de champagne à la main, trident dans l'autre, les regardait de ses yeux verts d'eau, les regardait s'en aller. Les fixait, de ses yeux verts d'eau, les regardait s'en aller. Ça, c'est Agüetaruyu. C'est Neptune, Ok, c'est Poséidon. bien sûr. C'est Poséidon, Oui. qui est recyclé comme ça, en loi blanc, en loi des eaux. Des eaux. Oui, parce que le sacrétisme s'opère également avec D'autres mythologies. Voilà, des dieux qui viennent d'autres mythologies. Le sacrétisme vaudou. Cantave fixa longtemps la côte du Môle. Quand il ne la vit plus, le goût épicé de Mamoun lui revint en bouche. Mamoun, c'est la femme qu'il a aimée et qui a été torturée par Fillette Lalo. Passer des nuits, des jours dans une barque ouverte, surchargée, était une épreuve. Le soleil carbonisait les peaux, l'eau douce disparaissait, laissant place à la soif. Au large de Great Exuma, ne restait plus qu'un litre de clairin Vaval, type de fameux clairin, marque de fameux clairin en Haïti. Au large de Great Exuma, ne restait plus qu'un litre de clairin Vaval qui servait à humecter les lèvres. C'est de l'eau. Non, c'est du rhum. Ah, c'est le rhum, le clairin, c'est du rhum. C'est le rhum blanc. En D'accord. Haïti, le clairin, c'est le rhum blanc. On appelle clairin le rhum blanc. Et on appelle rhum un rhum vieilli, qui a au moins 3 ans d'âge. D'accord, clairin Vaval, c'est du blanc. C'est une marque de clairin, fameuse marque de clairin haïtien. Passer des nuits, des jours dans une barque ouverte, surchargée, était une épreuve. Le soleil carbonisait les peaux. L'eau douce disparaissait, laissant place à la soif. Au large de Great Exuma, ne restait plus qu'un litre de clairin Vaval qui servait à humecter les lèvres des plus chanceux. Des jumelles impubères tentaient de boire leurs larmes. La faim était davantage supportable car personne ne gardait rien. Un vieillard tirait inlassablement sur sa pipe de terre froide en répétant mécaniquement 10 PM, droite pour Miami, droite pour Miami, droite pour Miami. Les femmes enceintes menaçaient de casser les os. Un épileptique écumant au mi-temps des corps comprimés fut confié à l'océan. Donc les gens meurent sur place dans le bateau. Ouais. Et ça c'est vrai, ça. C'est un type qui a fait la traversée à Cante, que j'ai rencontré à Miami, qui m'a dit qu'il y avait dans la traversée un gars qui a fait une crise d'épilepsie. Et qui est mort. Et comme on ne savait qu'en faire, on l'a jeté par-dessus bord. Vivant. Ouais. Waouh. Parce que il était gênant. Très gênant. Et puis en plus, c'est lié à des croyances. D'accord. Bref, le haut mal, l'épilepsie, etc. Bon, alors, un épileptique écumant au mi-temps des corps comprimés fut confié à l'océan. À 15 miles de Miami, une stridence fendit la nuit. Les projecteurs d'un garde-côte balayèrent la mer, s'arrêtèrent sur le voilier. Un haut-parleur vomit. « Stop, stop, right now! We are US Coast Guard. You are under arrest. Alto, alto ahí, somos Guardia Costa de los Estados Unidos. Ustedes están bajo arresto. Stoppez, arrêtez-vous maintenant. Nous sommes les gardes-côtes des États-Unis. Nous vous arrêtons. Campez là, campez là. Nous sommes gardes-côtes américains. N'a pas arrêté bateau. Dans toutes les langues, il aurait dit, il aurait été. Dans toutes les langues de migrants, c'est-à-dire créole, français, effectivement, les Haïtiens parlent également français. Espagnol, notamment pour ceux qui viennent de Cuba, mais d'autres pays hispanophones également. Et puis américain, anglais. Des passagers paniquaient. Amoué, maîtresse Freda, amoué. Maîtresse, c'est la divinité. La déesse, l'une des déesses, une des Loa déesses, femme. Amoué, maîtresse Freda. Amoué, au nom du décalogue, Jésus, Saint-Sauveur, viens-nous en aide. Vierge alta grâce, Ave Maria, sauve-nous. Le boss exigea le silence, fit signe à Cantave de le rejoindre, à l'avant, commença à implorer. Papa Legba, maître du grand chemin, Seigneur d'outre-clôture,
souplez, ouvrez barrière, délivrez-nous, petit tout la main, dégage la route. Le bâtiment militaire approchait. Quand il fut sur le point de toucher le voilier, le capitaine fit un geste accantave qui fracassa la calebasse sur la proue du Coast Guard. Elle éclata en un bruit jamais entendu. Les projecteurs s'agitaient à présent en tous sens, fouillaient le vide. Ceux qui les manœuvraient n'y comprenaient rien. Ils n'y comprenaient hack. Le bâtiment recommença ses stridulations, cependant qu'au devant du cantet, l'index bleuté d'Atibon Legba indiquait au nouveau marron les lumières de Miami et qu'à l'arrière, les sirènes d'Agüeta Arroyo poussaient. Ils ont passé. Voilà. Ils arrivaient à Miami grâce à la calebasse magique. Donc, bon, ça c'est une concession. Mais il y en a beaucoup qui sont arrivés comme ça aussi. Oui. Alors, est-ce que ça marche? Je n'en sais rien. Ou non, je veux dire qu'il y a beaucoup d'Haïtiens qui sont arrivés. Mais oui, ça peut marcher d'une certaine mesure, parce que les gens y croient. Et que si les gens n'y croyaient pas, ils n'osaient pas partir. C'est parce qu'ils y croient qu'ils partent. Et il n'y a pas tout le temps des gardes-côtes qui viennent les arrêter. Hein? Et donc, dans la mesure où ils ne sont partis que parce qu'ils avaient une calebasse qui, à leur avis, leur permettrait d'arriver sans encombre à Miami. Et qu'ils sont arrivés. Donc, quelque part, ça marche, oui, ça marche, de manière indirecte, mais ça marche, sans doute. En tout cas, ça a convaincu beaucoup de partir. Ouais. Et vous savez, bon, je suis toujours étonné, je fréquente beaucoup en Haïti de gens qui vivent d'une petite île, qui viennent d'une petite île haïtienne, enfin d'une île haïtienne qui est grande comme d'ailleurs la Dominique, hein, elle n'est pas petite, et qui s'appelle la Gonave. Des amis de la Gonave. Gonaïve, c'est beaucoup. Non, c'est pas Gonaïve, ah bon, c'est la Gonave. C'est une île. Ok, Gonaïve, c'est une ville. Qui est au large de Port-au-Prince, qui est au large, plus précisément, de Montrouy, qui est une ville du département de l'Ouest, donc pas très loin de Port-au-Prince. Et cette île s'appelle la Gonave. Elle est à 20 minutes, un quart d'heure d'avion de Port-au-Prince. C'est une île qui s'appelle la Gonave, donc, et qui beaucoup d'Haïtiens qui viennent en Martinique et surtout en Guadeloupe viennent de la Gonave. D'accord. Viennent de la Gonave. Et beaucoup partent en cantet ou alors par d'autres biais. Hein. Et ils arrivent, et notamment en Guadeloupe, je vous assure qu'ils arrivent. Parce que je l'ai vérifié. Encore récemment, je rencontre un de mes amis de la Gonave, on était ensemble à Port-au-Prince, il me dit, bon, je suis en Guadeloupe. Il dit, il dit, manque pas canter. Ah bon, pas canter. Ça, vous ne pouvez pas arriver. Il me dit, non, il est parti. Puis un autre camarade que je ne connais pas par ailleurs. Et puis 6 mois passent. 8 mois passent. Et un jour, je reçois un coup de fil de l'ami en question qui me dit qu'il est arrivé. Depuis 2 mois, il est en Guadeloupe. Donc vous voyez, les gens continuent à partir, à affronter la mer et à arriver. Et je trouve ça heureux quelque part. Pourquoi ? Parce que nous avons un problème numéro 1 en Martinique et en Guadeloupe également, mais encore plus en Martinique, qui est un problème démographique. Nous sommes en train de vieillir. Nous sommes le plus vieux département de France. On nous promet qu'en 2040, si rien n'est fait, on sera le plus vieux département de France. Donc, on gagnerait à s'ouvrir à l'immigration, et à l'immigration de jeunes pour contrebalancer nos vieillards. Nous devenons des vieillards. Nous sommes les futurs. Mais oui, même si nous sommes encore jeunes dans nos têtes, mais nous sommes guettés par le naufrage qu'est la vieillesse. Donc, il faudrait s'ouvrir à les jeunes, et par exemple les jeunes haïtiens, qui permettraient de renouveler un peu le sang vif du pays et qui seraient donc... les forces vives. Oui, et puis qui travailleraient pour nous, pour payer nos retraites. Voilà. Alors, merci Géry Létang, et on va dire merci Dominique Batraville aussi pour ce livre. Batraville, oui, vraiment, il ne faut pas l'oublier. Hein, parce que sans lui, je pense que j'aurais commis beaucoup d'erreurs, beaucoup d'anachronismes, beaucoup
d'erreurs. Parce que lui, vraiment, il a été celui l'haïtien, qui connaît l'intime du pays et qui, parce qu'il connaît l'intime du pays, a évité à ce livre d'être truffé d'erreurs. Et vraiment, je ne saurais trop le remercier pour cela. Ben, la prochaine fois qu'il vient en Martinique, tu nous l'amènes. Je ne manquerai pas de vous l'amener. Donc, ce livre, il est disponible dans toutes les bonnes pharmacies. On le trouve partout. Toutes les bonnes librairies. Et si elles ne sont pas dans les librairies en question, c'est qu'elles ne sont pas bonnes. Donc, voilà. Réclamez-le. Réclamez-le. Et est-ce que tu as une dédicace prévue? Est-ce que tu vas le présenter, le signer? Est-ce que tu vas dans une bibliothèque quelque part? Je vais sans doute faire quelque chose. Tu vas faire quelque chose bientôt? Pas tout de suite, mais avant la fin de l'année, parce que j'ai un autre livre qui paraît à la fin de l'année. D'accord. Mais là je continue la promotion et je ferai sans doute quelque chose à la fois à l'université et également en ville. En ville, oui, tout à fait. D'accord. Eh bien, merci beaucoup, Géry, pour ce livre qui nous a passionnés. Cette émission, elle sera rediffusée lundi matin à 8h30. Je remercie mon sponsor Lissac pour mes lunettes au 66 rue Victor Hugo à Fort-de-France. Je remercie Yannick qui m'a aidé à réaliser cette émission. Puis je remercie tous ceux qui sont chez eux, qui nous regardent partout dans le monde. Donc, merci beaucoup, Géry. Et puis, on se revoit très vite. Tu vas nous parler de la Martinique la prochaine fois. Sans doute. Merci. En tout cas, merci de ton accueil, vraiment. Merci. Merci. Donc, moi, je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye. Au revoir. Yeah.